Voilà, j'ai le plaisir donc de représenter le président du Conseil régional des Pays de la Loire, Jacques Oxiette, aujourd'hui pour une allocution, je dirais, en son nom de vos journées d'entretien. Alors, peut-être souligner déjà, Monsieur le Président de l'association, que ce sont les premiers entretiens. C'est une première, donc, ma foi, intéressante au regard du nombre de participants. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà en être satisfait. Monsieur le Président du Conseil général, mon cher Christophe, on ne se quitte plus. On était hier également sur les sujets agricoles. Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, nous étions également hier ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, peut-être tout d'abord, pour reprendre ce que disait Monsieur Lapchin, c'est vrai que finalement, l'agriculture écologiquement intensive ne doit pas être simplement un nouveau concept, mais bien peut-être une mise en mouvement, un lieu de construction, de recherche et d'objectifs à partager, parce qu'on a pu mesurer tout à l'heure qu'ils ne sont pas encore complètement partagés, et qui s'appuient sur la nécessaire conscience, tous, de celle que nous vivons dans un monde fini, sur lequel nous devons être de plus en plus responsables. Monsieur Morino, qui était présent tout à l'heure également, le rappelait, l'agriculture, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier non plus, ça remonte presque à l'origine des temps, et c'est ce qui a été sans doute la première étape de construction d'une civilisation humaine, et en tous les cas, c'est ce qui a permis le développement de la population. Alors, dire, Monsieur le Président, qu'il y a une convergence de vues entre la région et le sujet que porte votre association, c'est-à-dire l'agriculture écologiquement intensive, autour de la prise en compte d'un certain nombre de questions, dont celle de la performance, du respect de l'environnement, mais aussi de la productivité et de la compétitivité. Alors, à l'échelle d'une région, on peut dire que nous pouvons encore mener des actions de proximité. Et donc, nous devons bien sûr faire porter nos politiques avec le sens, je dirais, des actions que nous allons mener. Vous parliez de leviers, donc en ce qui nous concerne, les leviers sur lesquels nous appuyons sont une alimentation de qualité pour tous, des techniques de production plus respectueuses de l'environnement, et également la question des emplois. On en a peu parlé autour de cette table ronde de tout à l'heure, mais la question des emplois agricoles durables et surtout rémunérateurs, bien sûr, cette dimension économique qui a été abordée. Alors, nous privilégions les effets leviers plutôt que des aides individuelles au niveau de la région, même si nous intervenons aussi en direct sur des aides individuelles, parce qu'il faut quand même rappeler également les échelles que nous représentons sur la filière agroalimentaire. La région Pays de la Loire correspond à peu près à une intervention financière de 2 à 3% par rapport, je dirais, à l'ensemble des interventions publiques. Christophe Béchu le rappellera peut-être également, mais sur la région encore, l'intervention des fonds européens, c'est 780 millions d'euros, quand l'intervention de l'État est de 80 millions d'euros et l'intervention de la région de 20 millions d'euros. Donc on mesure bien que les effets leviers ne sont pas les mêmes et nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'engagement. Alors, revenons autour des trois dimensions, des trois rapports sur lesquels nous intervenons et nous nous intéressons, les questions de l'alimentaire, bien sûr, l'alimentation, de la production agricole, mais aussi des territoires, au sens, bien sûr, des territoires politiques, mais des territoires de vie. Alors, depuis 2004, donc, nous travaillons dans ce sens, et je dirais dans un certain nombre d'orientations qui ont été développées tout au long de vos 2 journées de travaux. Donc, l'appui au développement des modèles alternatifs en direction de l'agriculture biologique, avec des aides à l'installation, des aides à la conversion, également un soutien d'accompagnement à la structuration de la demande, et puis d'autres actions, mais je vous en cite les majeures. Le soutien au développement et à l'amplification de l'agriculture durable, vous en avez largement évoqué les contours aujourd'hui, avec question de sensibilisation, de soutien aux besoins d'investissement en matériel de substitution au tout phyto,
pour exemple, ou accompagnement au projet de sobriété énergétique. Développement également, soutien au développement de la recherche, avec par exemple les programmes d'expérimentation agricole, les fermes expérimentales, qui sont gérées par la Chambre régionale d'agriculture. En Maine-et-Loire, nous avons la ferme de Torigny d'Anjou sur le bio. Dernièrement, et dans nos nouveaux axes, je dirais, de réflexion, donc nous avons une plus forte intégration des principes du produire mieux et plus avec autant, si on peut dire les choses comme cela. Les leviers que nous allons mettre en œuvre, ou que nous mettons en œuvre. Alors, on a déjà un appel à projet d'expérimentation qui est lancé et qui verra le jour concrètement sur le plan des moyens en 2011. L'objectif, c'est des appels à projets qui visent, là aussi, réduire les intrants, l'impact carbone, etc. En réflexion, et donc qui n'est pas encore mise en œuvre, une réflexion autour de la prise en compte des 3x30, avec les fameux 30% d'économie d'énergie, 30% de gaz à effet de serre et 30% d'énergie renouvelable. Peut-être revenir aussi sur la question du contexte, vous l'avez évoqué, parce que les politiques régionales rentrent bien aussi et sont bien influencées par un contexte général, la redéfinition de la PAC, je pense qu'on vous en parlera ensuite. Une position commune prise par les 3 régions de l'Ouest, la Bretagne, les Pays de la Loire et la région Poitou-Charentes, en ce qui concerne les positions sur la rénovation, la redéfinition de la PAC. Également, les nouvelles responsabilités, alors de tous, mais aussi de l'État liées au Grenelle, vous l'avez évoqué. Je dirais, et pour ne pas être trop longue, parce que ça fait déjà 2 jours que vous êtes là, en conclusion, que les choix politiques, puisque ici nous représentons des collectivités, donc des décisions politiques qui sont importantes. L'espace politique, on le voit bien, influence aussi ce qui ensuite se met en place sur le terrain. Mais cet espace politique intègre différentes dimensions, puisque nous sommes aussi, je dirais, des espaces de démocratie, donc nous pouvons jouer un rôle, et ça a été dit dans le fait, je dirais, d'amener aussi une forme de culturation en direction de l'opinion publique, tout simplement. Donc c'est vrai que les collectivités peuvent jouer un rôle de médiation entre le citoyen et les différentes approches, qu'elles soient scientifiques, parfois mal comprises, ou qu'elles soient des approches de pratique. Jouer un rôle d'arbitrage entre des conceptions antagonistes. On a bien vu que des avis différents pouvaient se côtoyer, mais nécessitaient encore certainement du débat. La priorisation des enjeux, on en est bien là également. Réaffirmer l'exigence de régulation, c'est aussi le rôle du politique, car l'intérêt des marchés, mais vous l'avez dit aussi, est largement éloigné de l'intérêt planétaire et alimentaire, concernant donc l'alimentation des populations. Alors voilà, de grands enjeux et de grands chantiers, effectivement, qui ne se résoudront certainement pas en quelques jours d'atelier, même si ceux-ci ont été fort intéressants. Dire simplement que je pense moi aussi qu'à travers une sensibilisation, une information et une perpétuelle et engageante recherche sur ces enjeux, que l'on pourra traiter effectivement un certain nombre, je dirais, vous parliez de leviers mais aussi d'obstacles, donc de ces obstacles. En tous les cas, l'association, Monsieur le Président, joue un rôle important, ou se donne un rôle important dans cette démarche. La région des Pays de la Loire a choisi de vous accompagner. Peut-être, et là ce sera mes derniers mots, dans un an, pour mesurer où en seront à nouveau les débats. Si, comme ça l'a été dit, ceux qui se sont aimés aujourd'hui s'aimeront encore dans un an. Et puis, eh bien, comment on pourra évaluer déjà les avancées. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la conseillère régionale. J'en profite pour vous remercier, ainsi que je le fais en même temps Monsieur le Président du Conseil général,
Alors vous avez dit l'allocation au lieu de l'allocution, mais c'était bien une allocation, parce que vous avez dit les deux. C'était bien une allocation qui nous a permis de nous rencontrer. Et comme vous le voyez, nous le faisons dans un esprit public, d'intérêt général, donc c'est de l'argent bien dépensé, me semble-t-il. Monsieur le Président. Très bien, Monsieur Griffon. Je n'ai pas été mis au courant du barème, du nombre de minutes que nous avons droit en échange de la subvention qu'on vous a accordée. Donc vous me coupez quand on a atteint les limites de notre allocation et quand vous considérez que la courbe de l'allocation et de l'allocution se croise. Chère Sophie, Madame la conseillère régionale, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, j'aimerais saluer ceux que je vois ici. J'aperçois des élus locaux. Je veux évidemment saluer celui qui nous accueille en ses murs, Monsieur Parmentier, saluer également la déléguée générale Marie-Hélène Aubert de cette association, et puis vous saluez toutes et toutes vos titres, grades ou responsabilités respectives. J'aperçois des présidents de coopératives, des directeurs de pôles de compétitivité à vocation mondiale. Je ne vais pas faire le tour. Une remarque locale, et ensuite, si vous voulez bien, un mot peut-être par rapport précisément à la PAC et à ce qui nous attend dans les tout prochains jours. Y avait-il meilleur endroit pour tenir des rencontres de l'agriculture écologiquement intensive que l'Ouest, la région des Pays de la Loire et le Maine-et-Loire en particulier? Une terre où la culture du dialogue, où la culture du consensus, où la capacité à surmonter les clivages et à essayer de tirer ensemble dans la même direction, j'allais dire, pousse avec la même fertilité que ce que nous produisons dans la vallée de l'Authion. Donc ce choix était judicieux, et je pense que la concorde naturelle qui règne en termes d'ambiance et de climat ici était certainement propice à ces premiers entretiens, et qu'il ne saurait se concevoir pour l'avenir d'autres lieux pour continuer à faire se réunir les acteurs de l'agriculture écologiquement intensive. Ça, c'est mon premier point. Le second, c'est que j'aimerais vous remercier. Il y a quelques années, je crois que je devais être en première, j'ai le souvenir d'avoir noté un mot en classe de français dont je n'arrivais pas à comprendre quel usage je pourrais en faire dans ma vie d'adulte. Ce mot, c'était le mot oxymore, qui consiste, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'est singulier, si c'est masculin ou féminin, je crois qu'on dit un oxymore. Faites oui de la tête si vous êtes d'accord avec moi, ça m'aidera, d'accord? Donc, l'oxymore de mémoire, c'est bien cette formule rhétorique qui consiste à associer deux mots qui théoriquement sont opposés. Et donc, une agriculture écologiquement intensive, c'est en quelque sorte le modèle de l'oxymore qu'on pourrait désormais proposer aux élèves de première pour leur faire bien comprendre le sens de ce terme et l'usage qu'ils pourront en avoir plus tard. Et c'est là où arrive, si vous le voulez bien, une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Il y a 48 heures, j'étais en commission de l'agriculture au sein du Parlement européen, où nous débattions d'un projet de rapport présenté par une députée bulgare visant à demander au Parlement d'adopter une résolution qui reconnaît l'agriculture comme un secteur stratégique dans le domaine de la sécurité alimentaire. On est dans le travail législatif, j'allais dire, de lobbying par rapport à la Commission avant de connaître ses intentions pour insister sur la nécessité de garder un budget agricole fort et une PAC qui soit une PAC ambitieuse. Et donc on a eu des débats. Et dans ces débats, il y a eu, j'allais dire de manière assez classique, des positions très contradictoires. Un député anglais de Cornouailles nous expliquant que le réchauffement climatique était une fable, qu'il fallait arrêter de vouloir encourager les gens à faire du bio parce que c'était la famine assurée à l'échelle mondiale et qu'on courait droit à la catastrophe et que nous étions coupables dans ce Parlement de non-assistance à des populations en danger qu'on était sur le point d'affamer en adhérant au mythe de la décroissance. Et José Bové, sur un registre, vous vous en doutez, légèrement différent, expliquant en substance que la catastrophe, nous y allions tout droit si nous n'étions pas en mesure d'infléchir une course en avant sur les rendements qui risquait de menacer à terme la souveraineté alimentaire des États, les modèles économiques qui pouvaient exister sur les différents continents, et le bilan, j'allais dire, ou la possibilité de produire de manière durable si on se contentait d'avoir une vision de court terme sur ces enjeux. Et je me suis donc livré à un exercice très angevin de synthèse consistant à les inviter tous à venir cet après-midi à Angers pour comprendre que leur point de vue était beaucoup plus conciliable que ce qu'ils imaginaient. Et je vous jure que c'est vrai. Moi, je suis
depuis que j'ai lu le manifeste pour une agriculture écologiquement intensive, je l'avoue, je suis un converti. Comme tous les convertis, on a souvent une foi qui est d'autant plus ardente que ceux qui l'ont fait seulement par atavisme familial. Les faits sont confondants. Oui, monsieur Parmentier, nous allons devoir nourrir la planète. Et nous allons même devoir nourrir 9 milliards d'êtres humains à un horizon temporel atteignable. Et sauf catastrophe majeure que personne ne souhaite, la démographie ne ment pas et nous atteindrons les 9 milliards d'habitants en 2050 que nous sommes en train d'observer. Et on va le faire dans un contexte où la surface agricole utile diminue partout et où une partie des terres va en plus devoir être réservée à des usages agricoles non alimentaires, y compris dans les perspectives environnementales que nous décrivons. Il va donc forcément falloir produire plus. Parce que la situation de départ, ce n'est pas une situation dans laquelle tout le monde mange à sa faim, c'est une situation dans laquelle on a 1 milliard d'êtres humains qui ne sont pas en situation de manger comme il le faut. Alors, on a malgré tout une vraie réserve. C'est qu'il y a un gaspillage des matières alimentaires qui nous laisse des marges de manœuvre, j'allais dire, à production constante. Et de la même manière que dans le domaine des énergies, la meilleure énergie renouvelable, c'est encore celle qu'on ne gaspille pas, il va aussi falloir qu'on se pose très clairement la question de comment on lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que ça permet d'éviter d'être seulement dans une course à l'augmentation des rendements, sans oublier qu'on a aujourd'hui une mauvaise allocation des ressources et que nous avons des volumes que nous gaspillons sans nous rendre compte sans nous rendre compte à quel point ces volumes sont précieux pour une partie de la population mondiale. Mais de la même manière, il va falloir que nous soyons beaucoup plus attentifs à la question environnementale, parce que sinon nous serons dans l'incapacité de répondre aux défis alimentaires de manière durable. Une eau gratuite et en abondance ne peut pas constituer un modèle soutenable pour développer une agriculture mondiale quand on voit à la fois les territoires dans certaines parties du monde qui en sont ou dépourvus ou mal pourvus, et les besoins que nous avons en Europe en termes d'usage, avec les difficultés qu'on a déjà par rapport à la qualité de l'eau dans certains secteurs. Et donc, il ne s'agit pas de deux points de vue inconciliables, il s'agit d'une convergence nécessaire pour être en capacité de relever deux défis d'une égale importance, nourrir la planète, et le faire dans des conditions de durabilité et de soutenabilité qui sont au moins aussi importantes que l'objectif quantitatif. Et je crois profondément à la nécessité de défendre ce système. Alors maintenant, j'ai un rêve, et je terminerai par là. Le 17 novembre, dans l'après-midi, le commissaire à l'agriculture va lever le voile sur les intentions de la Commission par rapport à l'après-2013. On saura ce jour-là quel est l'écart potentiel entre la vision des députés et de tous les acteurs du monde agricole et les intentions de la Commission européenne qui va arrêter en début d'après-midi le rapport qui sera rendu public à la fin de cette même après-midi devant la Commission de l'agriculture. Une des premières déclarations de Dacian Ciolos, ça a été pour dire que l'agriculture devrait produire plus avec moins. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris l'oxymore dont je parlais tout à l'heure, mais ça me semble être la définition, j'allais dire, de bon sens d'une agriculture écologiquement intensive. Et mon rêve, il est le suivant. Il est que dans les orientations de la PAC, on explique clairement que ces deux enjeux, il faut qu'on soit en capacité de les conduire de front. Quels sont les leviers et quels sont les obstacles? Parce que j'ai été très frustré finalement de ne pas avoir le droit aux questions de Gérard Royer. J'ai bien compris que j'avais le droit de ne donner qu'un levier et qu'un obstacle pour ne pas faire d'ombre à Christiane Lambert, ça va beaucoup me perturber. Mais je vais expliquer qu'il faut un levier multiple et qu'il y a malheureusement un obstacle multiple aussi, ça m'évitera de... D'abord le levier. Pour moi, le premier levier, c'est le bon sens. On doit quand même être capable de faire comprendre qu'on a besoin en termes de quantité et qu'on a besoin en termes de qualité. Et donc je veux croire que cette capacité à transformer un concept novateur en bon sens, il est capable de susciter une adhésion large. Le second, c'est le contexte économique dans lequel nous allons nous trouver. L'augmentation des besoins alimentaires et la diminution de la surface agricole utile va être structurellement ou tendanciellement favorable
à une augmentation des prix agricoles permettant des revenus décents à condition qu'on règle le problème du partage de la valeur ajoutée et d'éviter que dans la chaîne de production de la valeur ajoutée, les producteurs des matières premières dans le domaine agricole soient dépossédés d'une part de valeur ajoutée supplémentaire qui va être créée à l'échelle mondiale. Et là, on a deux grands problèmes. Le premier, c'est la lutte contre la spéculation. Parce que, je crois que c'était le patron de Nourricia qui disait ça tout à l'heure, les marchands comprennent les choses et donc font en sorte de piquer les bonnes idées. C'est tellement simple d'arriver à voir qu'on va avoir des tensions sur les prix à cause du décalage entre l'offre et de la demande que tout le monde comprend pourquoi un certain nombre de financiers veulent investir sur les produits agricoles pour précisément être en capacité de faire de la spéculation compte tenu de ces écarts grandissants. Et il faut qu'on soit capable de lutter avec fermeté contre les instruments financiers qui permettent aujourd'hui de faire de la spéculation dématérialisée, avec des marchés de gré à gré, avec la possibilité d'acheter, comme les instruments financiers complexes qu'on a dénoncés à l'occasion de la crise financière, qu'on soit en capacité de lutter contre la spéculation. Et c'est pas gagné. Dans la même veine, il y a aujourd'hui la question de l'achat des terres par les Chinois en Afrique, 3 800 000 hectares. Et donc la question derrière à l'échelle mondiale de la capacité que peuvent avoir certains États à s'arroger des droits sur des terres extérieures à leur territoire et à se demander jusqu'où va la souveraineté alimentaire et la capacité demain qu'on aura, si on est dans une situation où il faut résoudre une équation à l'échelle mondiale, à le faire en évitant d'avoir des passagers clandestins, entre guillemets, qui cassent les règles du marché ou qui sont dans des positions tellement agressives qui viennent fausser les équilibres continentaux. Troisième et dernier levier, c'est effectivement l'argent, et c'est l'orientation de la PAC. Il faut au minimum qu'on soit en capacité de conserver une PAC avec 55 milliards d'euros de crédit annuel, mais il faut qu'on soit attentif à la manière dont on les répartit. La somme n'est pas en soi un objectif. De ce point de vue, le consensus aujourd'hui au sein du Parlement européen, il est de considérer qu'il ne faut pas une parité en euros des aides entre les pays, mais une parité des aides en fonction du pouvoir d'achat, des revenus ou des salaires. Ce qui est un modèle plutôt protecteur pour les pays occidentaux, compte tenu de l'importance de nos charges sociales, et ce qui peut permettre d'éviter que les élargissements successifs, se traduisent par un déménagement financier au moment où on doit répartir une manne qui serait une manne inchangée. Mais il y a la question de la conditionnalité et de la manière dont on peut effectivement utiliser ces leviers financiers pour pouvoir accompagner ou des programmes de recherche ou des évolutions dans les comportements. C'est un sujet qui est fondamental et je le lie à la question sociale qui a été évoquée par Sophie Saramito. Moi, je suis partisan d'une PAC dans laquelle on défend aussi une certaine intensité humaine des activités agricoles, parce que les rendements sont d'autant plus élevés qu'on n'est pas sur des parcelles qui sont démesurées et qu'on a une attention des producteurs à la qualité et à la quantité de ce qui est produit. Et ça suppose d'avoir un modèle dans lequel les aides ne se font pas à l'hectare de manière proportionnelle, mais dans lequel on a ou un caractère dégressif, ou au contraire une capacité à mieux aider les premiers hectares pour faire en sorte de défendre une agriculture à haute intensité humaine. Les obstacles. Le premier, c'est qu'il y a encore de la part d'un certain nombre de dirigeants un décalage entre la conception des années 90 et la réalité des années 2000. Ceux qui continuent de penser qu'on crée plus de valeur ajoutée en exportant des Airbus en échange de tonnes de viande brésilienne se trompent lourdement sur les enjeux. La conséquence économique, sociale et environnementale d'une déprise agricole dans notre territoire, il faudrait qu'on soit capable de la chiffrer en termes de coûts. Et on verrait à ce moment-là, de manière objective, ce que sont les écarts. Et il faut insister sur ce caractère stratégique, d'autant que l'agriculture ne se démodera pas. On continuera à avoir besoin de se nourrir, et donc investir dans l'agriculture, c'est bien un investissement d'avenir, ou c'est bien un investissement stratégique. Il y a aujourd'hui, sur le plan de la classe politique, des messages qu'il faut qu'on soit capable de faire passer. Le second, c'est qu'on est dans un contexte de raréfaction des finances publiques, qui n'aide pas à mettre sur la table des projets de recherche et qui va nécessiter qu'on soit en capacité de monter des partenariats publics-privés ou une capacité comme aujourd'hui de pouvoir faire se retrouver des acteurs divers. Et le troisième, c'est vous qui avez la clé. C'est que s'il y a des batailles entre agriculteurs, entre réseaux, entre organisations syndicales, ça rendra complexe de faire un front commun pour aller défendre la cause de l'alimentation et d'une politique agricole qui soit véritablement commune.
Tout ça pour dire que j'ai très largement, je pense, dépassé le temps qui m'était alloué compte tenu de la subvention qu'on vous avait accordée, mais que je serais ravi de revenir vous rendre compte à une autre occasion de ce qu'on a été capable de faire, puisque je ne doute pas que dans la foulée de mon introduction, s'il y a de nouvelles rencontres de l'agriculture écologiquement intensive, elles seront dans un territoire où l'avenir se prépare, et comme vous le savez, l'avenir pousse en Anjou.